Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce dernier numéro de la semaine à Grande Tribune, mesdames et messieurs. Merci d'avoir commencé la semaine avec nous, mais nous sommes en train d'atterrir. Merci à vous tous pour votre aimable fidélité. Nous lisons vos commentaires sur notre chaîne YouTube et nous sommes fiers, nous sommes contents de votre implication, dans l'accompagnement de cette émission Grande Tribune. Quel que soit le prix, quel qu'en soit le prix, la durée constitutionnelle des mandats électifs n'est pas une question négociable. Pas une minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme. C'est la déclaration d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Djougou. Plusieurs blessés lors d'une manifestation spontanée des déplacés après l'attaque de leur site par des miliciens Codeco. Et puis l'ODEP qui s'est plaint du fait qu'il existe un gouvernement parallèle qui est en train de mener des actions aussi parallèlement donc au gouvernement qui est investi. Ce gouvernement est donc constitué de quelques membres, quelques conseillers du président. Ça c'est l'ODEP. Voilà, l'actualité c'est aussi cette nouvelle. Kinshasa prend acte du refus de Kigali de cesser son soutien M23 et se dit prêt à se défendre par tous les moyens. Quoi qu'il en coûte, Kinshasa se dit prêt à se défendre par tous les moyens. Et puis Kigali, en réaction, se plaint du fait que Kinshasa se retire des résolutions du ministre Sommet et de Luanda. La question qu'on va se poser ce matin, les parties prenantes dans ce conflit, le M23, le Rwanda et Kinshasa, qui ne respectent pas les résolutions de Luanda.
Voilà la première thématique. Je suis avec deux invités pour le moment. La troisième sera certainement avec nous, si Dieu le permet. Elle a promis d'être avec nous. Alors, Maître Freddy Mwamba, bonjour. Vous avez été le premier à être sur place. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes un ancien journaliste. Vous êtes cadre à la FDC du professeur Modeste Bahati Lukobo. Et effectivement, Dan, merci d'abord de l'invitation et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Mes pensées vont, n'est-ce pas, à tous nos compatriotes de la partie orientale de notre pays qui sont en train de traverser des situations difficiles. Il y en a qui dorment à la belle étoile. Je suis en train d'exprimer la compassion de l'autorité morale de la FDCA, le professeur Modeste Bahati, à tous ses frères de la partie orientale de notre pays. Et j'en profite aussi pour, n'est-ce pas, remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il m'a donné ce matin, parce que la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance et il agira. Et je crois en ces dieux-là et je crois qu'il va continuer à agir et à nous donner la force pour continuer, n'est-ce pas, à servir, à être au service, n'est-ce pas, du peuple congolais, de la population congolaise et de tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre. Donc, j'aimerais aussi soulever un point qui est très important en rapport avec des gens qui font circuler une serpillière qui a été conçue au demeurant dans un laboratoire à bidouillage abyssal. Cette serpillière fait état du professeur Modeste Bahati qui s'est plaint avec la sortie éventuelle du prochain gouvernement. Et nous connaissons intuitivement ceux qui ont, n'est-ce pas, conçu ces torchons-là. Et nous leur disons qu'ils ne vont pas ébranler notre HIP en rapport avec les soutiens que nous allons apporter au président de la République en 2023, parce que cet esprit avant-gardiste fait pâlir plutôt des colères à certains et des jalousies à d'autres. C'est pourquoi ils entrent dans les laboratoires pour concevoir ces genres d'infox qui ne servent à rien. Pour que le professeur Modeste Bahati entre en contact avec le chef de l'État, il n'a pas besoin de d'écrire des messages qui n'ont pas d'importance. Et je crois que, d'ailleurs, je suis en train de féliciter aussi le professeur d'avoir d'ailleurs reçu un prix. Il a été primé dernièrement comme le meilleur speaker. Et puis, notre parti aussi a été primé comme le meilleur parti qui est mieux implanté sur l'étendue de la République démocratique du Congo, l'AFDC. Et donc, voilà, c'est cela, ce que j'avais à dire pour mettre de l'eau à la bouche de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci et beaucoup. de féliciter aussi pour la manière dont tu présentes l'émission. L'émission commence à prendre de l'ampleur et je crois que Dieu va continuer toujours à t'assister, à te bénir, à te donner l'intelligence nécessaire pour être au service de la nation. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba, pour votre intervention ici, votre prière en ma faveur, votre humble serviteur. Voilà. Lui, c'est un confrère, c'est un doyen. Il est journaliste depuis plusieurs années maintenant. On a reçu ici plusieurs fois sur le plateau. Il nous fait encore l'honneur d'être avec nous. Monsieur Jean-Romance Mokolo, qui est un cadre à la chaîne CCTV de Jean-Pierre Bemba. Bonjour et merci beaucoup, monsieur Jean-Romance Mokolo. Oui, bonjour Dan. Je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne Congo Best TV. Et tout le plaisir en tout cas pour moi de me retrouver en face de Freddy Mwamba, un ex-confrère qui est maintenant, qui a traversé le fleuve avec armes et bagages pour faire de la politique. Bon vent à lui. Merci beaucoup, monsieur Jean-Romance Pour faire non seulement de la politique, mais la profession d'avocat aussi. Ok, ça va. Voilà, c'est cela. Est-ce que vous avez une question d'actualité? Par rapport d'abord à cette déclaration de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui dit aucune minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme. Oui, moi, en fait, avant de pouvoir prendre en charge cette question-là, la déclaration du parti de Moïse Katumbi, je voudrais revenir un peu à ce qui me préoccupe pratiquement au quotidien.
il s'agit de la déchéance mentale et civique même des Congolais. Parce que nous affichons un comportement qui ne peut pas permettre à ces pays d'aller de l'avant. Et moi, j'aurais souhaité qu'avec les transferts pacifiques et civilisés du pouvoir au sommet de l'État, que le premier chantier du chef de l'État actuel ait été en tout cas le changement de mentalité. Mais je note que 4 ans après, je me rends compte que nos mentalités en tout cas sont restées les mêmes et se sont même empirées. Je prendrai seulement l'exemple, les chaos, les désordres qui règnent dans le domaine de la circulation routière, où personne en tout cas ne respecte les codes de la route. Personne. Et même les policiers de roulage chargés de pouvoir mettre de l'ordre et même aussi sont des hors-la-loi. Donc vous vous rendez compte que personne ne respecte le code de la route. Il y a des embouteillages partout. Et comme si ce pays était vraiment un état de non-droit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui sont payés à la fin de chaque mois pour faire respecter la loi et surtout le code de la route. Vous allez voir par exemple les policiers de roulage se disputer les volants avec les chauffeurs et même provoquer des accidents qui arrachent les clés de contact. Il y en a qui se battent même avec les chauffeurs et qui rançonnent, qui inventent des infractions au quotidien. Vous allez voir des conducteurs qui roulent dans les sens interdits et même ceux qui incarnent l'autorité de l'État font la même chose. Donc si un piéton traverse, s'il ne fait pas attention, il peut être renversé même par les véhicules d'une autorité qui prend les sens interdits. Et pourtant, il y a un code de la route qui existe. Et puis, il y a un corps des métiers, les policiers de roulage qui sont là chargés en tout cas de mettre de l'ordre. Deuxième préoccupation, toujours dans ce manque de changement de mentalité, c'est dans les domaines de la salubrité publique. Il faut circuler à travers la cité, à travers la ville de Kinshasa pour voir comment est-ce que cette ville a été transformée en poubelle. Mais le gouverneur Jean-Tini Ngobila venait de déclarer qu'il a sorti la ville de Kinshasa parmi les 25 villes les plus sales du monde. Non, en fait, je ne sais pas de quelle ville, en tout cas, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a parlé, parce que nous vivons à Kinshasa, et quand vous circulez, vous allez vous retrouver devant des caniveaux qui sont remplis de déchets ménagers. Vous circulez, vous voyez de la saleté jetée partout. Vous voyez les rues qui sont transformées en dépotoirs, et quand vous regardez, vous avez envie de vomir. Mais il faut quand même saluer, avec l'arrivée du vice-gouverneur Jiroko Moulumba, il fait quand même un effort, mais il ne peut pas réussir tant que les Congolais ne comprennent pas que la saleté, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'hygiène, c'est la salubrité qui permet en tout cas à des citoyens de vivre en bonne santé. Donc il faut d'abord qu'on fasse un travail de pédagogie auprès de la population congolaise. D'abord, en ce qui concerne la circulation routière, le civisme routier qu'on doit inculquer aux Congolais. Et deuxièmement, il faut aussi la sanction. Donc ça doit fonctionner en tout cas sur deux volets. La carotte d'abord et le bâton. Et si les gens ne veulent pas en tout cas s'aligner, il faut qu'ils soient sanctionnés. On ne peut pas continuer à vivre dans les désordres comme ça, où chacun fait ce qu'il veut. Prenez par exemple les prix des transports en commun. Il varie selon les Donc heures. chacun en tout cas fixe les prix comme il veut. Pourtant il y a un gouvernement provincial, un ministre chargé du transport qui en principe doit se concerter avec l'association des chauffeurs pour fixer les prix. Mais aujourd'hui c'est chacun en tout cas qui met son prix et il y en a qui n'arrivent même pas en tout cas à sortir parce que les prix qu'on demande pour les transports, ça ne permet en tout cas à leur budget de pouvoir y faire face. Voilà un peu les cris de cœur que j'avais à lancer à l'endroit de mes compatriotes, et surtout à l'endroit de ceux qui gèrent le pays. D'accord, merci beaucoup, monsieur Jean-Romance Mokolo. Voilà, je vais directement lancer notre premier sujet. Je pense que cette problématique que vous avez évoquée tantôt est une problématique qui est vraiment fondée parce que la ville de Kinshasa semble un peu laissée, surtout dans la régulation du prix du transport en commun. Comme vous l'avez dit, les prix varient selon qu'il s'agit d'un conducteur ou un autre. Donc voilà, c'est le constat qui n'est pas bon en tout cas. Résolution de Luanda qui ne respecte pas ses engagements. On se souvient qu'en novembre 2023, fin 3 novembre, si ma mémoire est très bonne, 23 novembre,
le gouvernement de la République avait signé à Luanda avec d'autres parties prenantes, notamment le Rwanda, l'Angola également et d'autres représentants de l'Union africaine qui étaient sur place. Alors les parties prenantes, particulièrement l'M23, la RDC et Kigali, qui étaient repris dans ces résolutions, 12 résolutions principalement, qui ne respectent pas ces engagements, en tout cas sur le terrain. Toutes les parties prenantes se jettent la balle. Kinshasa dit que le Rwanda ne cesse de soutenir le M23. Le M23 qui aussi, quelque part, se plaint que Kinshasa n'accepte pas de négocier avec eux comme il demande. Voilà, Kigali qui se plaint aussi de manque de mise en œuvre de cette résolution par Kinshasa. Donc voilà le tableau qui est peint dans cette configuration qui ne respecte pas ses engagements. Voilà la question que nous posons. Maître Freddy Mwamba, c'est une résolution qui était censée pacifier la partie de la RDC parce qu'elle prend en compte la question globale de tous les groupes armés, la centaine. Selon vous, qui ne respecte pas ces engagements? C'est plutôt Kigali, c'est plutôt Kinshasa ou encore les groupes armés, selon vous? C'est Kigali qui ne respecte pas ses engagements. Et vous êtes en train de parler de Kigali au même moment des groupes armés. Et tous savons qu'il ne s'agit pas à proprement parler des groupes armés. Il s'agit en fait des militaires rwandais qui sont sur les terrains, qui sont en train de mener des opérations contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que nous disons chaque fois, nous n'avons de cesse de dire qu'il s'agit en fait de l'agression de la République de l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il y a de quoi dire, considérer qu'il s'agit de Kigali qui ne respecte pas du tout ses engagements, parce que le président de la République a fait preuve en mettant en place des politiques volontaristes pour, n'est-ce pas, changer fondamentalement la situation de la sécurité dans la partie orientale, en respectant tous les engagements qui ont été pris. Et je peux peut-être vous étonner lorsque le président de la République est allé à Luanda, parce qu'ils insistent pour dire que Luanda, la feuille de route de Luanda n'a pas été respectée, mais au niveau de Luanda, qui a été représenté là-bas? C'est le Rwanda qui était présent au niveau de Luanda. Donc la feuille de route n'a pas été respectée sur la base de quoi? De ce que le M23 fait dans la partie orientale. Donc c'est pour dire, c'est pour montrer indirectement que Kigali est totalement impliqué dans ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays, dans la mesure où c'est Kigali qui entretient les M23 dans cette partie. Parce que le M23, il a été demandé au M23, il y avait en fait un délai, un deadline qui avait été prévu pour qu'ils puissent en fait quitter, mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, ils ne se retirent pas, comme si c'est non seulement la feuille de route de Luanda n'est pas respectée, voire même les décisions qui ont été prises par les chefs de l'État dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ça aussi, c'est pas du tout respecté par, n'est-ce pas, ces terroristes du M23 et leurs parrains qu'est les Rwandais. Ces terroristes se plaignent aussi que Kinshasa n'accepte pas ces résolutions signées notamment de reprendre les discussions des Nairobi qui sont restées au point mort. Ça, depuis novembre, il n'y a pas eu reprise des négociations, de discussions pardon, de Nairobi. Quelque part, Kinshasa aussi, on dirait que ne respecterait pas ces engagements. Mais il s'agit d'une plaisanterie de mauvais goût, une vaste blague tout simplement, parce que les M23 n'ont pas participé aux discussions de Nairobi. Ils en ont été exclus parce que ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers qui sont venus nous agresser sur notre territoire. Est-ce qu'ils ont en fait des réclamations à faire dans ce sens-là? Ils n'ont qu'à évacuer et à se retirer et à rentrer dans leur pays de telle sorte que les populations de la partie orientale de notre pays puissent vivre en paix tout simplement. Ils n'ont aucun droit en tout cas de dire que les accords n'ont pas été, je ne sais pas moi, respectés.
Parce que tous savons qu'il s'agit en fait du Rwanda et nous ne cesserons jamais de le dire. Nous allons continuer toujours à l'éclamer haut et fort et à exprimer la détermination qui est celle des populations congolaises de ne pas capituler et de continuer, n'est-ce pas, à défendre l'intégrité de notre territoire. De la part du gouvernement d'accepter de reprendre les discussions avec ces groupes armés? Non, les Kinshasa n'a pas... en fait, nous avons affaire à un régime qui est composé de personnes qui sont responsables. Des personnes qui sont en fait, je peux même dire, humanistes. Ils ont estimé qu'au lieu de continuer, n'est-ce pas, à contraindre les groupes armés de pouvoir évacuer dans l'est de la partie orientale de notre pays, autant trouver des moyens pacifiques qui peuvent faire en sorte que nous puissions tirer, parce que en fait les gains que nous pouvons tirer, les bénéfices que nous pouvons tirer dans cela, c'est que le sang ne va pas couler si jamais on négocie. C'était pour préserver en fait les vies humaines. Parce que comme vous le savez bien, les groupes d'armées n'ont qu'à faire des morts qui sont enregistrés dans la partie orientale de notre pays. C'est pourquoi, en tant que, n'est-ce pas, des responsables, les gouvernements avaient, n'est-ce pas, opté pour, n'est-ce pas, négocier avec ces groupes armés et voir s'il y a des revendications qui sont faites par des compatriotes, on va retenir que uniquement des compatriotes. On peut voir dans quelle mesure on pourra, n'est-ce pas, les canaliser pour qu'ils puissent réintégrer la vie, la vie civile. C'est cela qui a été fait par le gouvernement lorsqu'ils se sont rencontrés avec les différents groupes armés au niveau de l'Aérobie, parce que comme vous le savez bien, dans l'entretemps, il y a eu une résolution qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale où il a été interdit formellement, n'est-ce pas, à ces groupes armés de pouvoir réintégrer les FARDC. D'accord. Et donc, c'est cela. Parce qu'il y a une loi pour intégrer, il y a des normes quand même. La réglementation en la matière ne les permet pas, en tout cas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Maître Fébi. Monsieur Jean-Romain Smogol, votre point de vue entre les parties prenantes qui, selon vous, n'est pas en train de respecter les engagements? En fait, la question fondamentale n'est même pas celle qui respecte ou qui ne respecte pas. La question que nous devons nous poser, est-ce que les Congolais, le gouvernement congolais croyait vraiment que le Rwanda était de bonne foi en signant tous ces documents à Nairobi, à Luanda, tout ça? Et ce n'est pas la première fois que nous avons signé des documents avec le Rwanda. Et je dois rappeler à mon compatriote que le Congo n'est pas agressé aujourd'hui là ou hier. L'agression du Congo a débuté en 1996, quand l'AFDEL de Musée Laurent Désiré Kabila a fait un deal avec le pays voisin sous l'égide des grandes puissances et des multinationales pour agresser le Congo et dominer le Congo. Donc c'est depuis pratiquement la guerre de l'AFDEL que le Congo est agressé. L'AFDEL a été remplacé par d'autres mouvements rebelles qui ont cherché aussi à nationaliser, à congoliser l'agression comme le RCD. Et le RCD a été remplacé par le CNDP. Aujourd'hui, nous avons l'M23. La difficulté qu'il y a dans ces documents qu'on a signés à Luanda, c'est que l'M23 est sur terrain. Terroristes, groupe armé ou quoi, hors la loi, mais c'est l'M23, c'est sous l'étiquette du M23 que le Rwanda agirait sur terrain avec la complicité de certains Congolais, comme ça a été le cas avec l'AFDEL, comme ça a été le cas avec le RCD et d'autres mouvements rebelles. Mais sur papier, c'est le Rwanda qui signe les documents. Donc c'est la difficulté. Le Rwanda peut respecter quel engagement pendant que ceux qui sont sur terrain n'ont jamais été impliqués dans ces négociations. Donc moi je ne vois pas quel espoir pourrait-on en tout cas avoir l'M23 respecter un engagement que lui-même n'a pas signé sur papier. Toutefois, donc on ne peut pas en tout cas s'attendre à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, que l'M23 c'est des armes, l'M23 quitte le Congo, tout ça. Parce que l'M23 est entré ici par les armes. On ne peut pas vouloir... Le Rwanda n'est pas de bonne foi. N'a jamais été de bonne foi, le Rwanda. N'a jamais été de bonne foi. On ne peut pas signer un engagement avec on ne peut pas signer un engagement avec le Rwanda et s'attendre que le Rwanda respecte ses engagements. Tout à fait. Je vais avancer. Donc, le problème, ce n'est pas
le fait que le Congo a été agressé. Ce qui pose problème, c'est notre incapacité à pouvoir répondre à cette agression-là. Incapacité militaire. Oui, sur le plan de défense, quoi. Parce que si les États possèdent des armées, les forces armées, c'est pour défendre les territoires nationaux. Parce que si le monde était un paradis terrestre où, en tout cas, les loups pouvaient cohabiter avec les lions, les bois pouvaient cohabiter avec la poule ou les coqs, donc les États n'auraient même pas besoin d'armée. On vivrait en paix. Si les armées existent, c'est parce que chaque État sait que j'ai des voisins, j'ai des États qui sont hostiles, que je dois protéger ma parcelle. C'est un peu comme dans une parcelle, vous avez oublié de bien fermer par exemple les portails ou même la porte d'entrée du salon. Mais si le voleur arrive, il entre, il dévalise la maison. Donc ce n'est pas le problème du voleur, parce que le voleur a vocation à voler. Les brigands ont vocation à attaquer. Mais donc ce qui pose problème, c'est notre difficulté à pouvoir répondre à ces agressions, à pouvoir sécuriser notre pays. Donc la réponse que nous devons... sont restées au point mort, les discussions de Nairobi sont restées au point mort. Oui. Elles devraient reprendre après les résolutions de Luanda. Kinshasa, la République a accepté de signer avec pas le M23, le Kigali et d'autres parties prenantes, et Kigali et les médiateurs. Était-ce une erreur de Kinshasa d'accepter de reprendre les discussions avec les groupes armés? Oui, bon, les groupes armés, si ce sont les groupes armés locaux, bon, je crois que... Locaux, notamment, le M23 est qualifié comme étant un groupe local. Non, le M23 n'est pas qualifié comme un groupe local. Le M23, c'est une force qui se bat en fait, les forces rwandaises se battent au Congo sous le couvert du M23. Donc moi, je pense que... La communauté internationale est en train de mettre la pression sur le gouvernement congolais afin de reprendre les discussions avec non, avec nous ne devons pas fonctionner en fonction des pressions de la communauté internationale. Nous avons signé. Nous avions signé de bonne foi, mais ceux qui sont en face ne sont pas de bonne foi. Nous, on ne respecte pas non plus ce que nous avons signé. Laissez-moi continuer. Mais nous qu'est-ce qu'on doit respecter? Parce que le Rwanda a signé, ne peut pas faire pression sur... les militaires qu'il a envoyés sur le terrain pour respecter ces engagements-là. Donc moi je pense que nous avons eu tort de croire que nous pouvons arriver à une solution pacifique négociée avec les Rwandais ou même avec leurs marionnettes du M23. Ce qui doit être fait, c'est quoi? C'est nous devons renforcer notre armée. S'il faille avoir des États véritablement soucieux de nous accompagner, quand parle avec ces États-là qui nous soutiennent militairement avec des équipements pour qu'on puisse faire la guerre. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire la guerre à ceux qui nous agressent, qui s'appellent militaires rwandais, qui s'appellent M23, qui s'appellent je ne sais pas de quel autre pays. Il faut les combattre militairement parce qu'ils ont occupé militairement notre territoire. Vous ne pouvez pas espérer récupérer par les négociations ce que vous avez perdu militairement. Je crois que nous sommes en train de perdre du temps inutilement, en croyant que le Rwanda serait demain de bonne foi et que le M23 va libérer comme ça les territoires. Par un coup de baguette magique ou par une quelconque pression notre territoire. Mais ils ont annoncé de se replier de Kibumba et des Rutshuru. Mais sur le terrain, les échos que nous recevons ne rassurent pas parce qu'ils continuent à occuper les territoires qu'ils occupent et ils font semblant de se replier dans tel territoire pour aller occuper un autre territoire. Et en plus, les forces de l'EAC qui sont venues, mais vous avez appris qu'il y a des manifestations contre ces troupes-là qui se comportent de la même façon que la MONUSCO, c'est-à-dire que les forces étrangères n'ont pas vocation de venir combattre au Congo et mourir pour les Congolais. Mais la résolution dit que si les M23 ne se retirent pas, ces forces vont combattre les M23. Et dans l'entretemps, notre propre armée fait quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème de cette résolution que nous sommes. Notre armée fait quoi dans l'entretemps? D'accord. Parce que la première responsabilité de sécuriser le territoire congolais et de défendre son intégrité territoriale revient à notre armée. D'accord. Pas aux forces étrangères. Merci, Maître Fedi Mamba. Le Rwanda est un partenaire qui n'est pas crédible. On l'a dit, on l'a redit plusieurs fois, même les officiels congolais l'ont dit plusieurs fois. Pourquoi signer des résolutions avec un partenaire que nous savons déjà qui n'est pas crédible?
Pourquoi faire ça d'abord? Mais parce qu'en fait, on n'a pas considéré que c'était une fatalité, le fait que nous puissions considérer que le Rwanda n'était pas crédible, que cette situation-là allait demeurer ad vitam aeternam, qu'il y avait moyen, en fait, de trouver d'autres moyens, et il y avait moyen de trouver d'autres solutions pour que, n'est-ce pas, la partie orientale de notre pays puisse recouvrer, n'est-ce pas, sa paix. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait d'abord aussi utiliser la voie diplomatique. En fait, tous les leviers sont actionnés, tous les leviers possibles sont actionnés pour faire en sorte que nos compatriotes de la partie orientale puissent vivre en paix. Donc, selon certains observateurs, le côté militaire, le gouvernement congolais aussi qui devait reprendre les fût que les discussions de Nairobi, jusque-là, ça fait plus d'un mois. Ça n'a pas été repris. L'M23 non plus ne libère pas les espaces occupés. Kigali continue aussi de soutenir l'M23. Donc, d'une certaine manière, selon ces observateurs, toutes les parties prenantes ne sont pas en train de respecter ces résolutions. C'est pourquoi je dis que face à toutes ces difficultés-là, face à ces hics-là, nous, Congolais, nous devons nous sentir interpellés et prendre conscience de ce que, parce que le président de la République, lorsqu'il avait mobilisé la population, il avait insisté sur le fait que nul autre que nous-mêmes ne pourra venir trouver des solutions à notre place. Il s'agit ici de se mobiliser totalement, comme il le fait déjà sur le plan, que ce soit sur le plan diplomatique ou bien sur le plan militaire. Je pense qu'avec la détermination de la population, nous allons y parvenir parce qu'il s'agit en fait de notre pays. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon frère qui est avec moi sur les plateaux pour dire que nous ne devons pas, lorsque nous sommes en train d'évoquer cette question qui est une question existentielle en rapport avec la paix dans la partie orientale de notre pays, nous comporter comme si on était étranger à cette situation dans notre langage. Donc c'est tout le monde qui devra s'impliquer. Il ne s'agit pas d'une affaire qui concerne simplement le président de la République. Le président de la République ou bien les gouvernements ont leur part de responsabilités. En tant que population, nous avons aussi notre part de responsabilités. Les gens insistent beaucoup sur l'armée, mais il y a des efforts qui sont faits aussi sur le plan militaire parce que si jusqu'aujourd'hui Goma ne tombe pas entre les mains des forces négatives, cela ne relève pas, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui s'est fait de façon hasardeuse. C'est parce que justement nous avons des compatriotes qui sont en train de verser leur sang pour défendre la ville de Goma. C'est pour vous dire combien nos militaires sont aussi en fait totalement engagés en faire en sorte que on mette fin à cette situation. La guerre ici, nous ne la mettons pas. Il vient de parler du Rwanda et le M23, le Rwanda qui va signer alors que ceux qui se trouvent sur le terrain considèrent qu'ils ne sont pas concernés. En fait, tout le monde le sait que le M23, c'est un paravent du Rwanda. Et donc, il y a des Congolais, une minorité infime de Congolais qui, à coups de billets verts, ont été, n'est-ce pas, alléchés par le Rwanda et qui sont utilisés par le Rwanda pour combattre leurs frères. Vous avez aussi la plupart des militaires rwandais qui sont sur le terrain et qui sont en train d'agir. Et le Rwanda, comme vous le savez bien, n'a pas, nous ne le dirons jamais assez, le Rwanda n'a pas de moyens pour faire la guerre à la République démocratique du Congo. Cette guerre, nous ne la menons pas contre le Rwanda, cette guerre, nous la menons aussi contre tous les soutiens du Rwanda. Ça veut dire, comme vous le savez bien, vous avez suivi plusieurs fois, je pense que vous êtes journaliste, vous êtes, n'est-ce pas, à l'affût de l'actualité. Vous savez bien que l'Union européenne a l'habitude de financer l'armée rwandaise. Et l'autre fois, il y a eu un sénateur français qui a fait des révélations interpellé par une Congolaise. Comme vous le savez bien, c'est tous les Congolais qui sont impliqués, qui ont les soucis de contribuer à ce qu'il y ait restauration de la paix dans l'est de la partie, dans l'est de notre pays. Et la dame a interpellé les sénateurs pour lui poser le problème de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi la réponse du sénateur. Il y a un accord qui a été signé entre la France et le Rwanda. Il s'agit en fait, il ne faut pas que nous puissions y aller avec les dos de la cuillère. Il s'agit d'un accord militaire entre le Rwanda et la France. Je pense que c'est tous ces soutiens-là. Nous sommes en train de combattre, je peux dire, de mener une guerre qui est en fait, nous menons une guerre par ricochet. En même temps avec la France,
En même temps, même avec la Grande-Bretagne, parce que vous avez suivi que je suis sur le respect des engagements. Je suis sur le respect des engagements, des résolutions plutôt prises par les chefs d'État à Luanda, notamment. La force de l'EAC qui est sur place, la force de l'EAC, on les a vus occuper un peu une partie de Kibumba quand les M23 ont fait quand même semblant de se replier. On les a vus ils étaient avec les M23, ils faisaient des accolades. On a même vu des sourires, arborer des sourires. Ils sont toujours importants, ces forces-là. L'EAC l'a fait montre d'une apathie indicible. D'ailleurs, ils doivent même, je pense, à mon humble avis, avoir honte. Parce que comment vous pouvez arriver dans un pays avec une mission claire, vous commencez à vous comporter comme si vous étiez là pour créer simplement une zone tampon. Est-ce que nous avons besoin de la zone tampon? Nous avons besoin qu'ils viennent, n'est-ce pas, contraindre les forces armées à pouvoir, n'est-ce pas, évacuer et revenir dans leur pristine, n'est-ce pas, position. C'est-à-dire à Sabignon et tout ça, c'est ce qui a été prévu. Mais s'ils n'arrivent pas à respecter, en fait, même, n'est-ce pas, la force de l'EAC qui est ici devrait, n'est-ce pas, constater qu'elle n'a pas réussi sa mission et s'est retirée carrément. C'est pour vous dire que grâce, n'est-ce pas, au président de la République, à l'ingéniosité du président de la République, aujourd'hui, nous sommes au moins convaincus que l'EAC est une coquille vide. Est une coquille vide parce que à l'intérieur de cette communauté, il y a un principe selon lequel, parce qu'il faut privilégier la coopération entre les États, n'est-ce pas, la coopération entre les États, il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, la guerre dans un État. Lorsqu'il y a une guerre dans un État, il faut que les autres viennent en aide à cet État, de telle sorte que on puisse favoriser la coopération entre ces États. Mais si ils n'arrivent plus à le faire conformément aux principes, n'est-ce pas, qui régentent cette organisation, ça veut dire tout simplement qu'ils ont échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui, à la face du monde, tout le monde peut noter et graver dans le marbre que l'EAC est une coquille vide, tout simplement. Et c'est grâce au président de la République que nous le savons aujourd'hui. D'accord. Monsieur Jean-Romain Smokolo, l'EAC c'est une coquille vide. Il y a un peu cette... quelle est la compréhension que vous avez de la mission de l'EAC? Ils sont venus pour attaquer, combattre les M23, ou ils sont là pour, comme l'a dit ces généraux kenyans, ils sont là pour notamment assurer la protection de la population. Quelle est la compréhension que vous avez de la mission de l'EAC? Oui, avant de pouvoir répondre à votre question, permettez-moi quand même de pouvoir faire une petite mise au point par rapport à ce que mon compatriote Freddy Mwamba a dit. Bon, et pour lui, personnellement, je me comporte comme si je n'étais pas congolais et que comme si cette guerre qui nous est imposée ne concerne que les gouvernants. Bon, moi je me dis ceci. Lui, il a l'avantage d'être, je crois, dans les partis au pouvoir et de défendre ceux qui gèrent le pays. Mais il faut savoir que quand on fait des analyses, par exemple, sur une question qui touche même son pays, il faut à un certain moment se détacher aussi des sentiments, du patriotisme, tout ça. Parce que quand par exemple vous avez un médecin qui soignerait sa propre femme, ben, il va utiliser les mêmes méthodes, les mêmes techniques que n'importe quel autre médecin. C'est pas parce que c'est sa femme qu'il dit non, bon, si c'est une... si c'est par exemple... il faut crever l'abcès. Bon, comme c'est ma femme, je ne peux pas crever parce que sinon elle va pleurer, elle va souffrir devant moi. Donc je vais laisser cet abcès-là. Donc il faut parfois que nous puissions dire la vérité sur des dysfonctionnements qui se constatent dans notre gestion de l'État pour qu'on arrive à changer les fusils d'épaule. Parce que si nous continuons à être complaisants, à faire comprendre aux dirigeants que tout ce que nous faisons c'est bon, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout ce que nous faisons c'est du bien, tout ça, nous risquons d'aller sur même ces schémas-là et ne pas aboutir en tout cas à un résultat. Je vais par exemple donner l'exemple de nous Congolais. L'AFDEL qui est arrivé ici, il y a des compatriotes, une minorité de compatriotes à l'époque qui disaient que non, l'AFDEL c'est en fait une force d'occupation, une force d'agression.
Mais parce que nous avions à l'époque vomi les régimes du maréchal Mobutu, les gens n'ont pas voulu entendre cette minorité-là qui criait qu'il était question d'une agression, que ce n'était pas une rébellion, ce n'était pas une libération. Aujourd'hui, la FDL est arrivée. Nous avons vu nous-mêmes qu'il s'agissait en tout cas d'un cheval de Troie. Il a été dit, je crois, la même chose avec les RCD, Mouvement de Libération. Beaucoup de Congolais se sont accourus, tout ça, ont mordu à l'hameçon. Nous savons les dégâts que ça a créé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le même modus operandi qui continue jusqu'à aujourd'hui avec les CNDP, avec l'M23. Donc, nous ne devons pas dire à notre gouvernement que le fait, par exemple, d'aller négocier avec les Rwandais, qui ne reconnaît pas être au Congo, que c'était une bonne chose. Nous ne pouvons pas dire à notre gouvernement, le fait, par exemple, d'avoir pratiquement laissé la MONUSCO jouer les grands rôles pour la défense du territoire, que c'était une bonne chose. Nous ne pouvons pas dire à notre gouvernement, par exemple, qu'aujourd'hui, les troupes de l'EAC qui sont venues là-bas, à l'est du pays, que ce sont eux en tout cas qui vont nous aider à pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Donc c'est une erreur que nous avons commise. Et pourtant, nous avons notre propre armée qui a en tout cas comme mission première de défendre le territoire. Plutôt que de renforcer notre armée, nous ne devrions pas en tout cas faire confiance ni à la MONUSCO, ni à l'EAC, qui sont des soldats étrangers qui ne peuvent pas accepter de mourir pour nos intérêts à nous Congolais. Je ne crois pas que dire ça, ce n'est pas aimer le Congo. D'accord. Concernant par exemple la feuille de route de l'EAC, jusqu'à maintenant, ça n'est pas en tout cas clair. Et que ce qui a été couché sur papier, qu'ils allaient venir nous aider par exemple à nous débarrasser du M23, tout ça, mais dans la réalité sur le terrain, nous nous rendons compte qu'ils sont là en tout cas, armes aux pieds, qui sont en train même pratiquement de sympathiser avec ces terroristes. Donc je crois qu'ils ont déjà démontré sur le terrain que nous ne devons pas compter sur eux. D'accord. Nous devons compter sur nous-mêmes, comme Freddy Mwamba dit, en paraphrasant les chefs de l'État. C'est-à-dire, on ne va pas demander à toute la population de prendre les armes parce qu'il y a un corps, il y a une institution qui a cette charge-là, c'est l'armée. Renforçons-nous militairement. Comme maintenant on a enlevé l'embargo, cherchons d'autres partenaires qui puissent en tout cas nous fournir des armes et nous puissions en tout cas sélectionner parmi nos militaires. On enlève les infiltrés et tous ceux qui ne travaillent pas pour le Congo. On renforce l'armée et on fait la guerre à ceux qui sont sur terrain. C'est ça l'unique solution, il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean Romance. Nous allons maintenant prendre notre deuxième sujet, enrôlement des électeurs, décryptage du rapport SCC 5O. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les SCC, la 5O ont fait un communiqué conjoint du rapport à mi-parcours de l'enrôlement des électeurs dans la zone ouest, qui comprend 10 provinces. Ils ont annoncé qu'il y a des provinces où l'enrôlement n'a pas encore commencé jusque-là, que la machine et même le personnel poseraient par moment problème et par endroit aussi. Pour ceux, ils ont recommandé notamment de la poursuite de l'enrôlement des électeurs dans plusieurs provinces où les dates n'ont pas été respectées. Il y a même des provinces où, des villes, des territoires où l'enrôlement n'a toujours pas été lancé jusque-là. La question finale, est-ce qu'on peut envisager aller au-delà de ce calendrier électoral de la CENI qui fixe la présidentielle au 20 décembre 2023? Est-ce qu'aller au-delà de l'enrôlement des électeurs peut-il avoir un impact sur la tenue de la présidentielle à bonne date? Maître Freddy Mwamba, vous l'avez dit tantôt, la CENI avait déjà dit qu'il y aura prolongation dans les centres ou bureaux où il y a les préalables n'ont pas été respectés. Est-ce qu'on peut aller au-delà de la date du 20 décembre, particulièrement pour la présidentielle, si le seul mois prévu dans la zone ouest arrivait à être dépassé, selon vous? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que le débatteur qui est avec moi sur ces plateaux a soulevé. Il a dit ici que le fait d'être patriote n'exclut pas qu'il puisse, n'est-ce pas, analyser objectivement la situation sur le terrain. Mais ce que je peux lui dire, c'est que c'est ce que justement le Rwanda est en train de faire. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il doit arrimer son langage, n'est-ce pas, à l'endoxe
du peuple congolais, à cette détermination du peuple congolais de lutter contre le terrorisme. Vous n'allez pas trouver un Français, que ce soit un journaliste français, sur une question qui touche au pouvoir régalien de l'État français, un journaliste français, soutenir un autre pays. Il ne peut pas soutenir un autre pays. C'est comme ça que je dis, même sur le plan militaire, il a évoqué qu'il faut renforcer notre armée. Il y a des efforts notables qui sont faits sur le plan militaire. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement s'est dépatouillé pour qu'il y ait une loi sur la programmation militaire pour financer l'armée. Le gouvernement ne s'est pas seulement limité là-bas. Il y a une mobilisation tous azimuts pour, n'est-ce pas, pousser les compatriotes partout où ils se retrouvent à pouvoir, n'est-ce pas, s'enrôler dans l'armée. Tous ces efforts-là, nous avons l'état de siège, parce que les gens peuvent critiquer l'état de siège pour dire que l'état de siège n'a pas apporté grand-chose, mais les gens doivent comprendre qu'il y avait des réseaux, des trafiquants qui exploitaient illégalement nos minerais dans la partie orientale, qui sont mal à l'aise, qui ne peuvent pas un seul instant apprécier cette initiative de l'état de siège. Vous savez combien de lingots d'or sortaient de ces pays ici et tout cela. Je pense que ça a été, l'état de siège est rédhibitoire à ces pillages systématiques de nos minéraux, mais je sais que les attentes sont nombreuses, parce qu'en fait, ce que les populations congolaises réclament, n'est-ce pas, à corps et à cri, c'est que la paix soit restaurée dans son alpha et son oméga. Ça, nous n'avons pas encore obtenu. Mais il y a quand même des efforts qui sont menés. C'est pourquoi je dis, le gouvernement, que ce soit sur le plan militaire, le côté militaire, n'est aucunement négligé. Il y a des efforts qui sont menés sur le plan militaire et on ne gagne pas la guerre seulement avec le côté militaire. C'est comme ça qu'on combine tout. La poursuite de cette diplomatiquement parlant, on fait des efforts. Pas avoir un impact sur le processus électoral. Vous dites la poursuite de cette insécurité ou la continuité de l'insécurité dans la partie Est, non seulement à l'Est, mais aussi dans l'Ouest, ça ne risque pas d'avoir un impact sur le processus. Je pense que le souhait de tout le monde, c'est que le compatriote de la partie orientale ne soit pas ostracisé, dans le sens que nous avons une partie de la République qui a déjà commencé avec l'enrôlement et qu'elle soit totalement en fait exclue de ce processus électoral. Les efforts qui sont faits au quotidien, c'est pour faire en sorte que ce soit les compatriotes de la partie orientale, que nous qui sommes à l'ouest et ceux qui sont au centre, en tout cas tous les Congolais partout s'y retrouvent, qu'ils puissent, n'est-ce pas, participer, accomplir leur devoir civique comme il se doit. Bon, moi je ne peux pas sur ces plateaux ici souhaiter le mal pour mon pays, souhaiter que cela n'arrive pas. Mon souhait en tout cas le plus ardent, les désirs que je suis en train de nourrir au quotidien, c'est que les compatriotes qui sont dans la partie orientale de notre pays puissent également voter parce qu'ils en ont le droit. Ils doivent se choisir leurs propres dirigeants compatiblement à l'article 5 de notre Constitution. Dans une petite seconde, voilà, c'est cela. Je voudrais que mon compatriote, en tout cas, ne dise pas ce que moi je n'ai pas dit. Me présenter comme un soutien du Rwanda, ça m'étonnerait. Tout simplement parce que on analyse objectivement. Non, mais parce que vous avez semblé dire sur ces plateaux qu'il n'est pas question de faire monter du patriotisme. Non, mais nous avons besoin justement du patriotisme. Vous avez vu la dame qui a posé la question au président de la République, elle est rwandaise. Vous avez vu son comportement? S'il vous plaît. Donc, il n'est pas question ici de... Freddy, s'il vous plaît. Freddy, moi je ne suis pas un fanatique. Je suis un citoyen congolais qui réfléchit et qui peut aussi réfléchir différemment de ce que pense la ligne officielle du gouvernement. Donc je ne suis pas payé par le gouvernement pour être son porte-parole. Nous sommes en train de parler de la République, notre pays. Là où c'est noir, je dis c'est blanc parce que quelqu'un m'a payé pour le faire. Donc je dis ce que je pense en tout cas, et ce que je pense, et mon souci c'est de voir, c'est d'interpeller ceux qui dirigent le pays pour qu'ils puissent rectifier les tirs là où en tout cas ils doivent rectifier. Moi je ne crois pas que ce n'est pas en faisant des marches, on peut faire des marches de soutien, on peut passer à la télé 24 sur 24, dire vive le gouvernement, vive les FARDC. Ce n'est pas cette communication-là qui va faire la différence sur le terrain. Non, mais ça c'est la caricature. Moi je pense que ça c'est de la caricature. Non, ce qui va faire la différence sur le terrain, c'est d'avoir une armée digne de ce nom, composée de militaires motivés qui sont correctement pris en charge et qui sont équipés. Comme maintenant il n'y a plus d'embargo, équipons-les, motivons-les, prenons-les correctement en charge, formons-les
et ça va faire la différence. D'accord. Et la solution, c'est combattre D'accord. ceux qui nous combattent. Merci Ce n'est beaucoup. pas attendre à ce que Merci ceux qui nous beaucoup, combattent monsieur Jean se Romance. retirent du Congo Mokolo. de par eux-mêmes, On par a leur compris. volonté, parce qu'ils ne On a le compris feront votre... jamais. Bon, moi je suis en S'il train vous plaît, de marquer ma s'il vous plaît. réprobation Non, s'il vous plaît. absolue S'il vous au plaît. sujet du Mais Freddy Mwamba, patriotisme que Freddy vous êtes en train de Mwamba, caricaturer. s'il vous plaît. Pour vous, quand quelqu'un Non, fait non, preuve vous du n'avez pas la parole. patriotisme, Vous n'avez pas la c'est un parole. militant. Le patriotisme, Un militant aveugle, s'il vous plaît. un militant servile. Le c'est ça, les gars. patriotisme ne se chante pas. Respectez le débat. Le patriotisme ne se chante pas. C'est à travers les actes qu'on sent vraiment Monsieur que Jean Romance. telle personne est patriote. S'il vous plaît. Pas par les discours. Mais nous sommes à la Non, 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 télévision. pas comme Nous ça. devons Pas comme sensibiliser ça, les s'il vous plaît. Pas compatriotes. comme ça. Inviter les compatriotes à la S'il prise vous de plaît. conscience. Pas comme ça. C'est s'il vous plaît. cela. Je reprends la parole. Voilà, on a respecté au moins la parole. C'est moi qui donne la parole, s'il vous Ok, plaît. merci. Respectez au moins ça, s'il vous plaît. C'est ça même la démocratie. Monsieur Serge Seka, bonjour. Merci beaucoup de reprendre notre invitation. C'est vrai que vous êtes un peu en retard. On l'a dit avant votre arrivée, des problèmes de transport à Kinshasa. En tout cas, c'est monnaie courante. Merci de l'invitation, mais surtout mes excuses auprès de ceux qui nous regardent, ceux qui accordent un peu de leur temps, de leurs énergies, de leurs moyens, difficilement acquis pour nous suivre. Donc je commencerai par m'excuser. Cela est le fait, vous l'avez dit, de la problématique des circulations dans la ville de Kinshasa. En fait, il se pose un problème, excusez-moi d'improviser, par rapport au sujet dans la ville de Kinshasa. On se pose à la fin la question si cette ville est gouvernée. S'il y a des intelligences qui sont mises au service de la ville. Parce que les gens oublient une chose. J'ai suivi un peu le débat ici. En 2023 et 5 ans après, on parlera de Félix Tshisekedi à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau alors que les compétences bien distribuées par la loi demandent à chacun de faire son travail à son niveau. Qu'il pleuve, les gens meurent. Qu'il ne pleuve pas, les gens meurent. Les routes, on est en train de nous chanter des routes, de nouvelles routes construites, mais est-ce qu'on peut circuler à Kinshasa? Des nids de poules, il y a des associations de roulage en un coin qui accentue les embouteillages. Vous avez suivi le gouverneur de la ville qui a dit qu'en l'espace de quelques années, il a pu sortir la ville des 25 les plus sales du monde. C'est ça le problème avec nous. C'est vraiment un peuple cosmétique, quoi. Une gouvernance cosmétique des tombeaux blanchis. Je suis Kinshasa depuis 2006. En fait, la décentralisation. À quel moment Kinshasa est entré sur cette liste? Il n'a pas cité les documents, mais selon nos recherches, on nous parle de Forbes. Hier, dans mon émission Rendez-vous des Quinois, j'ai reçu Mike Mukebai, qui m'a dit, je parle sous contrôle de l'honorable Mike Mukebai, qui est député provincial. De l'opposition. Non, il est député provincial de Kinshasa. Moi, je le prends comme député, je ne prends pas de coloration politique. Il a dit, il a vérifié sur Forbes, donc les téléspectateurs peuvent vérifier avec lui. Kinshasa ne figurait pas parmi les 25 villes les plus sales, jusqu'à 2018. Alors, à quel moment Kinshasa est entré sur cette liste-là? Certainement à l'époque où le gouverneur Ngobila, selon Mike, je cite Mike Mukebai, est gouverneur, et l'année sortie, pendant qu'il n'y a pas de mérite à dire que nous sommes sortis de 25 villes. Il y a combien de villes dans le monde? Dans le Congo, il y a combien de villes? Est-ce qu'on doit être fiers? Nous qui vivons ici, qu'est-ce que nous avons vu qui peut nous rendre fiers en disant que Kinshasa est redevenu propre? C'est vraiment de manière impersonnelle que je suis en train de dire qu'il y a des gens ici qui ont été à l'école, sur qui peut-être la République a mis des moyens pour envoyer dans de grandes écoles, pour étudier la gestion des villes, et on ne peut pas nous donner ces spectacles-là. Qu'on soit ou pas de la famille du chef de l'État, qu'on soit ou pas proche du chef de l'État, on ne peut pas tolérer, nous, de la société civile, nous les Quinois. Moi, mon village, c'est Kinshasa, je suis né ici à Mamaye, Yolo, c'est mon village. Si on peut parler à cette arme-là. Je ne peux pas accepter cela. Si les gens peuvent penser que c'est le nom de personne, c'est parce qu'on a été cité dans une chanson, c'est parce qu'on a eu autant de biens, alors on est à côté de la plaque. Nous voulons
Autre chose aujourd'hui, une autre alternative, D'accord. pour la ville de Kinshasa, il faudrait que, en tout cas, le chef de l'État lui-même s'implique, parce que, in fine, ça sera son mandat, ça sera son bilan à lui. Aujourd'hui, on parle des 18 ans de Joseph Kabila. D'accord. Est-ce qu'on sait que, je termine, que Kizeng a été Premier ministre, Mouzito était Premier ministre, Tibala, Matata et tous les autres là étaient... Qui parle de ces premiers ministres-là? Qui aujourd'hui indexe le patriarche Mouzito, comment Kizeng a paix à son âme? Qui l'indexe? Personne. La personne qui porte la charge, c'est Kabila. Et il en sera autant avec Tshisekedi s'il ne prend pas... Rapidement sur une minute. Je vous donne assez de temps parce que vous êtes venu un peu en retard, je vous donne suffisamment un peu de temps. Désolé. La question de l'Est de la RDC, notamment les résolutions, c'est vrai que j'ai entamé le deuxième sujet, mais est-ce que le non-respect des résolutions prises, notamment à Luanda, peut avoir un impact sur le processus électoral? Mais bien entendu, les élections, ces élections sont censées être organisées sur toute l'étendue du territoire national. Qui va aller à Kassindi? Qui va aller à Bunagana? Ici, c'est un peu partout, là où ça crépite. Aujourd'hui, là même, la MONUSCO a découvert 2 fausses communes. Non, loin de Bounia, aux alentours de Bounia. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans ces pays que même nous-mêmes, la République, nous ne sommes pas capables de documenter. C'est-à-dire que ces élections-là, si elles vont s'organiser, elles s'organiseront sur une partie de la République. Mais il reste encore une année pour que les élections se tiennent. Gouverner, c'est prévoir. Il se pose déjà, c'est-à-dire, par rapport au calendrier normal de la CENI, il se pose des problèmes, des difficultés qu'on rencontre en appliquant ces programmes-là. Les contraintes par rapport aux réalités du terrain. Technique, humaine et même par rapport au temps. Quand la CENI a pensé innover, avec un retard de 28 mois. Quand CENI a pensé innover, la CENI a pensé innover dans des bureaux climatisés comme ceci, avec des experts venus du monde entier, pour nous proposer des innovations sur papier. Maintenant, sur le terrain, je me pose la question si le ratio habituel de Kinshasa, des enrôlés, sera tenu. Je me pose la question. Et sur le reste de la République, parce que déjà à Kinshasa, on a tous ces problèmes-là, mais à l'intérieur, il y a tout le problème lié à la logistique, à la route et même à l'insécurité. Je ne sais pas si on va atteindre, si on atteindra le nombre des enrôlés qu'on est en droit d'attendre. C'est-à-dire que je me dis, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes que la CENI, au lieu de nous... je sens la communication, je dirais, un peu musclée de la CENI, du genre Olinga-Olingate, c'est-à-dire que nous avons fait notre chronogramme dans 30 jours. Non! La CENI doit parler avec la population. La CENI doit communiquer avec la population. La CENI doit expliquer ses difficultés, nous dire que nous avons 30 jours francs et puis ça sera... Merci beaucoup, monsieur. On parle de quoi? On parle de l'avenir du Congo, on ne parle pas de l'avenir des individus, ni des Kadima, ni de ses collaborateurs. On parle de l'avenir du Congo. D'accord, merci beaucoup, monsieur Serge Cheka. Monsieur Jean-Romain Smokolo, la même question. Nous sommes en train d'analyser le rapport à mi-parcours de la CENCO de l'ECC qui demande en tout cas le prolongement de ce mois donné à la zone opérationnelle ouest. Il y a aussi les problèmes d'insécurité, il y a des poches d'insécurité. Est-ce que tout ça ne risque pas d'empiéter sur le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle le 20 décembre? Oui, en tout cas, au début, quand la CENI a publié son calendrier, a prévu 1 mois pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les secteurs ouest. En tout cas, ceux qui sont objectifs dans leurs analyses, en tout cas, on dit que c'était pas tenable, quoi. Parce qu'à l'époque, on a fait 3 mois. Mais aujourd'hui, on dit dans 1 mois, on va faire ce qu'on avait fait en 3 mois. Je crois que c'était déjà irréaliste. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à culer un peu trop cette CENI qui est entrée au pouvoir, qui a pris les commandes avec 28 mois de retard? Bon, en fait, moi, je ne comprends pas. Nous devons être dans le principe de la continuité de l'État. Donc, la CENI n'existait pas avec Denis Kadima. La CENI existe depuis pratiquement 2005. Voilà. Et que, en cette année-là, on a formé des experts. 2011, on a formé des experts.
2018, la même chose. Et je ne crois pas que tous ceux qui avaient été formés à l'époque, tous ceux qui avaient travaillé dans ces travails, dans les opérations d'enrôlement, sont tous décédés. Pour qu'aujourd'hui, on constate qu'on a affaire, dans la plupart des cas, à des amateurs qui n'arrivent même pas à utiliser les machines mises à leur disposition. J'ai comme l'impression que ceux qui avaient été recrutés, ceux qui avaient été formés, ne sont pas... la plupart en tout cas n'ont pas été... bien formés. Non, n'ont pas été utilisés. Et qu'on aurait peut-être pris d'autres personnes sur base d'autres critères non objectifs. Parce que je m'étonnerais qu'une institution qui a commencé le travail d'enrôlement depuis 2005 ou 2006, qu'on arrive aujourd'hui, autant d'années après, qu'on connaisse beaucoup de dysfonctionnements comme on connaît aujourd'hui là. La plupart des cas, même dans ma propre famille, ils ont fait toute une journée du matin au soir sans avoir cette carte-là. Et même découragés. Et je présume que si cette carte d'électeur-là ne faisait pas d'office comme carte d'identité, je crois que la CENI aurait eu des difficultés même pour avoir même 10% des nombres d'électeurs qu'il y avait à l'époque. D'accord. Parce que tous ces parcours de combattants, toute cette misère qu'on doit en tout cas vivre pour avoir sa carte d'électeur, c'est compliqué. Je crois qu'il faut vraiment aimer ces pays-là, il faut vraiment avoir ces soucis-là d'avoir cette carte-là pour supporter cette misère-là. Sinon, personne ne serait allé... personne en tout cas ne serait allé souffrir pour avoir cette carte d'électeur. C'est un casse-tête. C'est un peu comme ceux qui partent en banque aujourd'hui. Vous devez faire toute une journée pour retirer votre argent. Donc le pays en tout cas est en train de reculer dans beaucoup de domaines. Et surtout en ce qui concerne en tout cas l'enrôlement des électeurs. Et comme l'on de réclamer la mission d'observation électorale de la CENCO et c'est la solution en tout cas il faut prolonger. Il faut prolonger. Mais ça risque d'avoir une conséquence sur la date prévue pour la présidentielle. Bon, je ne sais pas si... Il doit faire en tout cas des miracles pour que cette date-là tienne parce que les uns et les autres, et surtout dans l'opposition, ne jurent que par le respect de cette date-là. Et vous avez suivi la déclaration du parti de Moïse Katumbi, et quand vous allez chez Martin Faoulou dans la Mouka. Donc, on est un peu dans une situation assez compliquée. Je ne sais pas qui va nécessiter peut-être un dialogue pour qu'on se mette d'accord sur... merci beaucoup. Qu'on se mette d'accord sur peut-être, je sais pas, une prolongation ou quoi. Là. Merci beaucoup. Maître Fedi Mamba, la même question que j'ai posée à votre co-débatteur. Ça ne risque d'empiéter sur la date prévue, tous ces problèmes que la CENI connaît, ajouter à cela l'insécurité, ça peut empiéter sur la tenue des élections à bonne date. Bon, je pense que nous sommes, si je ne m'abuse pas, à notre 4e expérience, n'est-ce pas, de l'enrôlement dans notre pays. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un enrôlement dans ces pays, à obtenir sa carte d'électeur, le premier jour a toujours relevé du parcours des combattants. C'est pas facile d'obtenir sa carte. Si vous regardez en 2006, c'était pas facile au début. Que ce soit en 2006, 2011, 2018, c'était toujours difficile pour obtenir sa carte. En fait, les réalités, les X se situent au niveau des machines. Ce sont des machines. Au début, les machines ont toujours posé problème. Plus on enrôle, mieux c'est. Et aujourd'hui, les difficultés qu'il y avait quand on a débuté l'enrôlement ne sont plus les mêmes que les difficultés qu'elles connaissent. Il y avait un problème d'autonomie des machines et tout cela. Je pense que c'est en train d'être résolu petit à petit. Moi aussi, je suis allé me faire enrôler. J'ai fait combien de minutes devant les machines? Et c'est que les gens, j'ai suivi Serge ici, la qualification du personnel de façon sarcastique, même ironique. Il a dit qu'on a fait venir tous les experts du monde. On n'a pas fait venir tous les experts du monde ici. Il y a eu une compétition qui a été organisée au niveau des confessions religieuses. Et les confessions religieuses ont jeté leur dévolu sur un candidat. On a fait venir tous les experts du monde, qui, au demeurant, est un expert aussi. Parce qu'en fait, c'est lui qui est à la tête de la centrale électorale, a formé même les autres présidents qui ont précédé. Ce n'est pas pour autant qu'on doit considérer que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire, n'est-ce pas, à la perfection, parce que c'est un expert. Et non, les difficultés peuvent arriver, les difficultés en rapport avec les machines, comme je vous ai dit, parce que nous avons acheté nos machines en fonction de ce que nous avons dans l'escarcelle. Nous ne pouvons pas organiser les élections comme les États-Unis, comme la France et les autres.
nous organisons nos élections conformément au prorata des moyens que nous avons. Et les agents qui sont les opérateurs de saisie et les autres, je vous ai dit, je crois que, je l'ai répété, je l'ai dit, je crois, sur l'autre plateau, que la plupart d'agents qui travaillent dans les centres, comme dans les centres où je suis en train je suis allé me faire enrouler, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler. On a pris pour la plupart des responsables des centres qui sont des responsables des écoles. Mais pourquoi on en remarque des écoles. Et les opérateurs de saisie, la plupart, ce sont des enseignants. De ces mêmes écoles où on a l'habitude d'organiser, en fait, l'actuel bureau est l'enrôlement. Et donc, ce qui a été fait cette fois-ci ne sort pas de l'ordinaire pour qu'on dise non, parce qu'il y a un expert à la tête, on devait avoir le paradis. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que là, n'a jamais posé problème que nous le constatons pendant ce processus. Quoi? Que les processus passés. Je pense que le président n'ont jamais posé problème. Pas comme nous sommes dans quel pays? Pas comme nous le constatons. Non. Je ne sais pas la proportion. Tu calcules cette proportion en fonction de quoi? Je ne sais pas, mais je sais que les difficultés ont toujours été là. Il faut que nous puissions être des bons comptes pour dire à la population qui nous suit en ce moment que nous n'avons pas eu, n'est-ce pas, à bien mesurer pour savoir exactement si ce qui s'est passé avant s'est passé mieux que ce qui se passe actuellement. Non. Il faut qu'on ait la sincérité de le dire. Les difficultés ont été enregistrées, certes. Nous n'encourageons pas cela. Nous voulons que la CENI puisse en fait davantage améliorer sa façon de travailler pour éviter qu'il y ait des plaintes ici et là. Mais pour le moment, c'est que moi j'ai constaté dans les différents centres que moi j'ai personnellement visités, que pour le moment, pas tout se passe à la perfection. Les difficultés qu'il y avait avant, au fur et à mesure qu'on enrôle les gens, ne sont plus les mêmes. Moi-même, je me suis fait enrôler, je n'ai pas traîné. Je ne sais pas si ça a été, cela relève d'un miracle, mais en tout cas, j'ai vu, au moment où moi j'étais là, quand je suis allé me faire enrôler, que ça allait vite, que les gens se faisaient enrôler facilement. Pour les jours perdus, parce que les responsables des centres font quoi? Les responsables des centres font des rapports, n'est-ce pas, à la hiérarchie. Et la hiérarchie voit les jours où il y a eu des difficultés pour proroger un peu et récupérer les jours qui ont été perdus où il y a eu des problèmes de machines et autres. Donc, c'est ce que, en tout cas, le président de la centrale électorale a fait savoir, a fait remarquer. Il s'agit de notre pays, je pense, Dan, en participant à ce processus à cœur ouvert. Voilà, c'est cela. Monsieur Serge, quand vous êtes journaliste d'investigation aussi, ça fait longtemps que vous êtes sous la scène politique. Vous avez accompagné le processus, tous les processus, depuis que nous avons repris avec le système des élections. Selon vos analyses, vous pensez que nous pourrons tenir cette date? Certains se deviennent un peu plus sceptiques. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je parlais des experts, je n'ai pas parlé d'un individu. Vous vous focalisez sur la personne de Kadima. La CENI, ce n'est pas Kadima. Il y a le président et tous ceux qui sont avec lui. Allez-y vérifier s'il n'y a pas des experts venus d'ailleurs. Je parle de la CENI. C'est une équipe, c'est un groupe. Cher ami, pourquoi vous vous focalisez sur le président? Et après, j'ai l'impression d'avoir un membre de la CENI ici. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que cette communication martiale, où les gens ne peuvent pas dire, c'est-à-dire que ce que moi j'ai dit est directement pris comme une attaque contre la CENI. Ce sont des difficultés. Toute une communauté ne peut pas se tromper en se disant que cette fois-ci, il y a trop de difficultés. Vous voulez dire que ça a toujours été le cas. Ok, le père de l'église protestante et catholique le disent, vous dites que ce n'est pas ça. Alors la réalité, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est feuille de route. Mais attendons. Et quand nous allons nous cogner contre le mur, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne veut pas écouter, quand les gens disent que nous passons trop de temps, des gens vont et retournent chez eux sans se faire enrôler. Là aussi, c'est un mensonge. Ce sont des réalités. On ne dit pas qu'on n'enrôle pas les gens, mais au rythme avec lequel le travail se fait, on risque de ne pas atteindre les niveaux. Je parlais du ratio ici. Il y a risque qu'on n'atteigne pas les assignations. Et quand on n'atteint pas les assignations, ça sera facile d'évaluer parce que nous avons des éléments de comparaison aujourd'hui. Ça, c'est le 4e scrutin qui est en train de s'organiser. Et dans cette ville ici, les gens ont toujours voté.
L'UDPS, nous avons posé des problèmes en 2006 en interdisant aux gens... En parlant de la question du parce qu'on est remonté au déluge avec lui. Tu l'as laissé parler des conflits. Il nous a fait remonter au déluge. Mais moi, je vais très loin. L'UDPS avait interdit à ses membres, à la population, je parle de l'UDPS d'antan, 2005-2006, d'aller au référendum, d'aller se faire enrôler. Aucun autre parti après n'a interdit, n'a fait ça. UDPS avait ses raisons. Moi, j'ai organisé une émission en 2006, un plateau avec Félix Tshisekedi, Pacho Panda, Yves Kisombe pour le compte de leur parti politique et Okunji pour débattre de ces problèmes-là. Je parle en connaissance des causes. Aujourd'hui, nous avons des inquiétudes vraies. Si la CENI a des oreilles pour écouter, qu'elle écoute. Sinon, nous reviendrons ici pour évaluer, mais ça sera trop tard. Le mal sera fait. Il y a les partenaires politiques de l'opposition qui sont en train de dire des choses. Si on ne veut pas le prendre en compte... La crainte, c'est quoi? C'est que nous puissions glisser. Non. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, créer, je dirais, un cercle de discussion, un cadre de discussion, même en informel, pour sécuriser, c'est-à-dire faire naître la confiance. C'est bien, mais qui doit prendre part la CENI, voyez-vous, les élections, c'est un processus, c'est un dialogue qui doit aboutir par celui qui va gagner. Et celui qui va gagner doit être accepté par tous les acteurs. Le perdant doit être capable, et c'est ça notre souhait, de prendre son téléphone, d'appeler, et dire, cher ami, félicitations. C'est ce que nous attendons. Mais si on ne veut pas écouter les gens aujourd'hui, tout ce que nous laissons de côté, nous rattrapera. Quand l'opposition, même de manière fantaisiste, je dis, je vais très loin, même de manière fantaisiste, est en train de dire des choses qu'on n'aimerait pas attendre parce qu'on est cantonné à sa feuille de route, c'est très bien. Demain, ça reviendra. Même la communauté internationale qui semble peut-être nous accompagner dira que vous devez parler parce que les élections n'étaient pas... N'avons-nous pas entendu ce genre de choses? Clairement. Je le dis. Clairement, on va droit vers un mur. Il y a des gens, je prends l'exemple de l'Église catholique, qui est représentée, et protestante bien entendu, représentée sur l'ensemble du pays, qui ont l'opinion. Peut-être plus que l'État, parce qu'il y a des endroits où la présence de l'État est sujette à caution, mais on trouve des missions où les gens assurent l'école, assurent la santé et tout et tout. Ces gens ont une certaine opinion qui peuvent être prises en considération. Et aujourd'hui, si on veut aller plus loin, vous avez parlé de glissement, mais si on est capable de parler avec la classe politique, poser la difficulté, que le président Kadima explique à Martin Fayoulou, à Katumbi, à tout le monde, voilà la difficulté. C'est vrai qu'on a eu des soucis par le passé que l'ami a épinglé, oui, mais aujourd'hui on ne peut pas rester dans le passé. Moi j'ai telle difficulté, si vous voulez que nous ayons des élections, accordez-moi ceci. Ça peut, à travers un dialogue, on peut tout obtenir. La feuille de route là, on peut la brûler. Autant au même moment avec les pays. La feuille de route peut se brûler avec le pays si les gens... Pour finir avec vous, ouais. Vous avez suivi Kadima sur Top Congo, malgré toutes les difficultés que nous avons remarquées sur le terrain, les journalistes ont remarqué sur le terrain, Kadima a été formel que la date sera bel et bien respectée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut perturber la tenue de la Kadima. Selon lui, c'est lui l'expert. Il est expert. Il n'est pas le seul, malheureusement. Nous ne sommes pas les experts, mais nous, on est rompus à l'expérience. On est formé sur l'État. Et que Kadima, s'il pense qu'avec son expertise, il peut réaliser les choses lui seul. Parce que les acteurs des élections sont qui? C'est la population, le requérant qui vont chercher les cartes des candidats à tous les niveaux du scrutin, la CENI, le gouvernement qui doit donner les moyens. Alors, si on ne prend pas en considération une des parties, pensez-vous aboutir à quelque chose de collégialement accepté? Ça risque d'être difficile. Je termine en disant que moi, si je pouvais me permettre de dire quelque chose modestement, je solliciterais la création d'un cadre de consultation, de discussion, où le président Kadima expliquerait à la classe politique, mais aussi à nos populations. On est surpris sur le terrain de constater qu'il y a telle difficulté par rapport à ce qu'ils ont promis. C'est quand même... Merci beaucoup. Écoutez, je veux donner suffisamment franchement. Monsieur Jean-Romance Mokolo, en tout cas, on va, selon votre expérience, vous êtes aussi journaliste,
selon votre lecture des faits, on va droit vers un mur. Mais c'est ça votre point de vue? Ou bien vous êtes aussi de ceux qui pensent comme Kadima, qui est expert, qui dit qu'en tout cas la date, le calendrier sera respecté, il est en tout cas formel. Jusque-là, il n'y a rien qui peut perturber la tenue des élections, selon vous? Oui. En fait, gouverner, c'est prévoir. Et nous avons la fâcheuse, en tout cas, habitude de ne jamais respecter les échéances. Nous entamons des choses toujours en retard. Je crois que par rapport même à la feuille de route de la CENI, tout ce qui était prévu d'être fait bien avant n'ont jamais été fait. Même ces opérations d'enrôlement est faite en retard. Donc je ne serais pas surpris demain d'apprendre que non, la CENI ne sait pas en tout cas tenir la date prévue pour les élections en décembre 2023 et solliciter une prolongation. Je ne serais pas surpris parce que ça ne serait pas la première fois que ça arrive au Congo. Donc, d'où un cadre de concertation quand on l'a demandé, M. Serge Seka. Oui, ce cadre de concertation avec les parties prenantes est importante pour que les gens ne soient pas surpris demain que la CENI annonce voilà telle décision. Et que si une telle décision doit être prise par la CENI, ça doit être prise en concertation avec les parties prenantes. Parce que si on ne le fait pas, nous risquons de nous retrouver avec des manifestations, avec des troubles ici, ou bien on va organiser des élections bâclées et dont les résultats seront contestés avant même la tenue des élections, comme ça a toujours été le cas. Moi, ce qui me déçoit, c'est le fait que nous sommes à notre 4e cycle électoral et que nous ayons une CENI qui fait les opérations d'enrôlement de moindre qualité par rapport à ce qui avait été fait bien avant. Donc j'aurais été voulu vraiment que nous puissions améliorer. Mon lieu d'améliorer, ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de régresser, nous avons régressé. Moi j'ai des membres de famille, madame et les enfants qui sont majeurs, qui sont allés, qui ont fait même 2 jours d'affilée sans avoir cette carte-là. Parce que le temps qu'on peut faire devant la machine, ça c'est autre chose. Mais maintenant, entrer dans les installations où se font ces opérations et arriver jusqu'à la machine, c'est ça le parcours des combattants. Et on n'a jamais vécu ça de par le passé. Je le dis d'espérance ici à Kinshasa parce que je me suis fait enrôler en 2005, je me suis fait enrôler en 2011 et même avant les élections de 2018, j'ai été enrôlé aussi. Je n'ai pas vécu en tout cas les spectacles que nous vivons aujourd'hui. Là, il faut reconnaître que nous avons régressé. Et un expert, Denis Kadima, qu'on dit qu'il a formé beaucoup de présidents de la CENI, mais l'entraîneur, vous le mettez sur le terrain, je crois qu'il ne sera pas les meilleurs joueurs. Okay. Voilà. Merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Maître Freddy Mamba. Vos réponses par rapport à ces critiques de la CENI, notamment? Donc, ce que j'aimerais d'abord indiquer ici, c'est que je ne suis pas en train de prendre fait et cause de la CENI. Donc, je suis en train de faire des analyses en fonction du vécu. Et je constate sur ce plateau que chacun a son expérience de l'enrôlement qu'il a eu à faire cette fois-ci par rapport aux enrôlements antérieurs. Et si je suis revenu aux enrôlements antérieurs, ce n'est pas parce qu'il s'agit ici de tirer à boulet rouge sur ceux qui ont en fait dirigé la centrale électorale avant, loin de moi cette idée, c'est parce que vous m'avez posé la question sur ça, pour dire qu'on constate que cette fois-ci, il y a plus de problèmes qu'il y en avait avant. C'est en réaction à votre question que j'ai en fait allusion aux élections précédentes, pour dire que les difficultés n'ont pas commencé aujourd'hui et il fallait qu'on soit de bons comptes, parce que nous n'avons pas en fait un baromètre pour mesurer en fait n'est-ce pas ce qui avait été avant, les difficultés constatées à l'époque et les difficultés constatées aujourd'hui. C'est des déclarations comme ça à la porte-pièce parfois, et aussi sur peut-être une expérience personnelle que chaque personne qui est allée se faire enrôler a vécu lorsqu'il est arrivé sur le terrain. C'est pourquoi je dis qu'il faut les targets, pour qu'on parle du ratio, et qu'on se dise le target a été atteint ou pas atteint, il faudra qu'on attende la fin de l'enrôlement. Même s'il y a des gens qui estiment que ça laisse présager la catastrophe dans le sens où peut-être l'objectif ne sera pas atteint au rythme où évoluent les choses. Et 1000 personnes, 1000 appréciations.
attendons, je crois, la fin de l'enrôlement pour évaluer, savoir si les choses se sont mieux passées ou ça ne s'est pas bien passé. Ils ont évoqué la question des parties prenantes, bien entendu. La CENI organise chaque fois des réunions avec les parties prenantes au processus électoral. Il y a un cadre qu'on appelle le cadre de concertation où on fait venir les parties prenantes, il y a des discussions qui se poursuivent. Je vois parfois des acteurs politiques faire des défilés au niveau de la CENI. Donc ça veut dire que ces cadres de partenariat et ces cadres de concertation existent effectivement. Il a parlé de la problématique des candidats qui doivent appeler l'autre si l'autre gagne. Mais cela procède, je pense, de la culture politique qu'il va falloir imprimer maintenant dans les chefs des acteurs politiques dans notre pays. Et jusque-là, on n'a pas encore vécu ça. Même en Afrique, si vous suivez, ces problèmes-là se posent. C'est peut-être récemment là au Sénat et au Kenya où j'ai vu Raila Odinga appeler l'actuel président pour le féliciter. Mais c'est en train de venir, je crois, peu à peu. Je pense qu'il y aura un moment où nous allons atteindre ces seuils-là. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Et on ne peut pas se baser sur ça pour dire que le processus ne s'est pas bien passé parce que celui qui a perdu n'a pas félicité son... Merci beaucoup. On ne peut pas se baser sur ça. 30 secondes aussi, une recommandation, si possible. Je crois que je l'ai dit. Et je dirais que sans remettre en cause l'expertise de qui que ce soit, au-delà de ce qu'on a comme expérience, comme bagage, on doit confronter cela à la réalité. C'est-à-dire la CENI, deux choses, doit réorganiser sa communication parce que la grande population se bute à ces difficultés sur terrain. La CENI n'a pas eu le temps d'expliquer à la population, par exemple, que vous aurez cette fois-ci des photos en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a des ratés glorieux, des ratés glorieux dans le chef de la communication de la CENI. Nous les disons parce qu'on ne voudrait pas demain qu'on nous appelle France 24 le soir pour nous commencer à expliquer des choses qui nous concernent nous, parce que les officiels congolais sont passés maîtres en cette matière-là. De deux, que la CENI puisse faire en sorte que pendant les élections que nous vivions à Kinshasa, parce que nous sommes fatigués de voir les militaires, de rester à la maison, parce que les gens ne seraient pas d'accord avec les résultats. Merci beaucoup. Moi, mon parti ici, c'est le peuple, c'est la population. Ça veut dire qu'on va aux élections, on va rester à Kapela, à Matongé, et puis on reste à la maison. On rentre calmement à la maison. Pour que la paix puisse régner, je parle de la paix, de la quiétude, la CENI a l'obligation. Vous parlez des opposants. Il s'agit de quoi? Moi, je parle des acteurs majeurs, des politiciens majeurs, ceux qui ont pignon sur rue, qui peuvent sortir les gens, causer les désordres. C'est cela que je parle. Et jusque-là, je n'en ai pas vu. Merci beaucoup. Dites à la CENI d'ouvrir le jeu, de parler avec tout le monde. Merci beaucoup, M. Jean-Romain. Mais celles-là, ils ne viendront jamais parce qu'ils considèrent vous présumez qu'ils ne viendront jamais. Vous présumez ça, c'est leur langage. Ça, c'est leur langage. On ne sait pas sur leur déclaration. En fait, le souhait de tous les Congolais, c'est de voir en tout cas, cette fois-ci, qu'on ait des élections différentes de ce que nous avons toujours connu. D'accord. Et pour le faire, pour en arriver, il faut vraiment qu'on n'aille pas, et à la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, et à ceux qui sont en tout cas impliqués dans l'organisation des élections, qu'on n'aille pas déjà en tête le fait de connaître les gagnants avant les élections. Merci beaucoup. Il faut que les gagnants soient connus après les élections et que les résultats reflètent réellement les votes émis par les Congolais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accompagnés depuis le début de la semaine. Nous venons de clôturer aujourd'hui avec la grande tribune de ce jour, vendredi 20 janvier 2023. On se retrouve donc lundi prochain avec d'autres co-débatteurs sur d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien et excellent week-end chez vous. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao.
Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.